Bien, avant de démarrer cet exposé, je tiens à remercier Monsieur Julien Gargani, directeur du Centre d'Alembert, pour son aimable invitation. Alors je suppose qu'il m'avait repéré par rapport à un article que j'avais présenté jadis dans le cadre d'un des colloques congrès du CTHS, Comité des travaux historiques et scientifiques. Et en tant qu'historien de la sociologie, le CTHS est un lieu où on peut en fait débattre de l'histoire de la sociologie sans être limité à ce qu'on appelle l'école française ou l'école durkheimienne de sociologie. Parce que j'essaierai de montrer que finalement, des sociologues qui ne sont pas fléchés exactement ou étiquetés comme appartenant à cette école durkheimienne peuvent éclairer le sujet d'aujourd'hui. Et par ailleurs, bon, j'ai été associé à un programme de recherche à l'IRSEM, donc qui est un institut de recherche stratégique de l'école militaire, et qui intégrait entre autres les questions de sport, puisque vous savez que Édouard Herriot, qui pensait accueillir en 1916 des Jeux dits olympiques, disait que le sport, c'était en fait une sorte de diplomatie du plein air qui permettait d'éviter bien des guerres. Alors j'en viens à mon exposé proprement dit. Après la guerre, faire la paix, forme d'engagement chez 3 sociologues français, René Hubert, Guillaume Léonce Duprat et Théodore Ruissant. Et cette communication porte sur leur engagement public. Et ces 3 auteurs me semblent intéressants parce qu'on peut, disons, considérer qu'ils ont enrichi, en fait, en tant qu'acteurs du monde académique, des problématiques intéressantes autour de la guerre, l'analyse critique de la guerre et la paix, sous l'angle de leurs compétences propres, à savoir la philosophie, les sciences sociales et la sociologie qui étaient en train de s'affirmer, donc au début du XXe siècle. Et puis en même temps, c'est des gens qui se sont impliqués dans des démarches associatives concrètes visant à promouvoir la paix entre les nations. Et troisième élément important, ils ont soutenu de grandes initiatives transpartisantes, supraétatiques, comme la Société des Nations. Et sous l'angle de l'engagement, on va essayer de voir un petit peu quel est leur rapport. Ce qu'ils ont en commun, me semble-t-il, c'est qu'en tant que philosophes universitaires de formation initiale et de profession, ils ont cru à la vertu émancipatrice de leur raison scientifique et des échanges qui en procèdent. Donc c'est cette matrice intellectuelle qui est intéressante à explorer, même si quelquefois certains mécanismes idéologiques viennent un petit peu parasiter leur analyse. Alors il n'en reste pas moins vrai que ce sont des scientifiques, je tiens à le dire ici, d'un genre un peu particulier, que certains considéreraient simplement comme des littéraires, c'est-à-dire des philosophes de formation initiale, qui s'ouvrent certes au sens social, mais aux sciences du politique et aux acquis du droit international, mais qui sont loin, disons, des acquis de la science que l'on entend ici. Alors pour les commodités de l'exposé, j'aborderai successivement l'implication de chacun de ces universitaires et je vais commencer par René Hubert, né en 1885, décédé en 1954. Et le fil conducteur, c'est un petit peu d'essayer de voir du philosophe au sociologue, analyste de la guerre, de ses conséquences au niveau de la guerre et de la façon de restaurer et de maintenir la paix. 3 aspects. Le premier va être consacré à rappeler brièvement quelques éléments biographiques. René Hubert est un ancien élève de l'École normale supérieure de la Redule, reçu premier à l'agrégation de philosophie. Il va enseigner dans différents lycées de province et puis être nommé maître de conférence à la faculté des lettres de Lille en 1919, au lendemain de la guerre. Docteur ès lettres, il accède au grade de professeur dans cette même université
en devenant titulaire de la chaire de morale, sociologie et philosophie des sciences. Et vous voyez que cette dénomination déborde largement le programme d'aujourd'hui. En même temps, il a été l'auteur d'un manuel élémentaire de sociologie qui prend en fait en considération les questions de la paix et de la guerre. Et en cela, c'est un manuel intéressant qui se démarque un petit peu d'une certaine orthodoxie durkheimienne. Et sur la couverture intérieure, on voit qu'il s'agit de viser le programme des écoles normales primaires, ceux qui préparent le baccalauréat, et puis en même temps, au niveau des étudiants, ceux qui préparent le certificat de morale et de sociologie pour la licence S-Lettres. Alors, indépendamment de l'ouvrage majeur qui s'intitule « Les interprétations de la guerre », qui paraît en 1919, il faut savoir que l'auteur a publié d'autres articles importants dans des revues grand public, mais je viens directement à cet ouvrage « Les interprétations de la guerre », qui est publié chez Flammarion en 1919 dans la collection Bibliothèque de philosophie scientifique. Et dans l'avant-propos, qui est daté de janvier 1919, alors que Hubert est encore mobilisé, il indique que ce livre n'est ni un traité philosophique de la guerre, ni un recueil d'impressions de guerre, mais plutôt un essai de traduction philosophique de ces impressions vécues. On va voir que finalement, cela va beaucoup plus loin. Dans la première partie du livre, au titre de la philosophie de l'histoire et des événements du temps présent, l'auteur aborde la guerre présente comme étant un conflit de doctrine opposant civilisation, un grand effort émancipateur, dit-il, qui est l'œuvre de la latinité tout entière. Et ce que nous pourrions appeler une expression générique de la culture technique s'y oppose. J'y reviendrai tout à l'heure. La civilisation n'est pas un ensemble de biens matériels, d'avantages politiques et économiques. Elle n'est pas non plus la possession d'un système étendu de connaissances qui, permettant l'utilisation de la nature, la soumettent par là toutes les volontés bonnes et néfastes de l'homme. L'auteur distingue sans la moindre équivoque ici la civilisation qui ne saurait se réduire au progrès de l'industrie, au rouage savant d'une institution politique, à l'acquisition de la science. Il s'agit là au mieux de moyens et non de fins. Et évidemment, en opposition donc à la civilisation, ce qui est visé, quelque part, ce sont les appétits de l'Allemagne, incontestablement. Il caractérise donc la racine de ce mal, tout en désignant à ce moment-là le pays responsable. L'impérialisme germanique ne repose pas du tout sur une certaine conception désintéressée de l'idéal humain. La puissance de moyens matériels efface l'efficacité des croyances morales, posant l'existence d'un principe de vie proprement germanique, dénommé culture, Kultur, vous le savez, avec un K majuscule. Selon l'auteur, il y a là une position qui est à l'inverse du progrès de l'humanité. Alors que le rôle de la Germanie, je le cite, alors que le rôle de la Germanie dans l'humanité est de germaniser l'humanité, la France, au contraire, s'est employée à s'humaniser elle-même et non pas à franciser le monde. Donc là, c'est finalement une analyse et une métaphore aussi qui est en fait court tout au long du livre. Par une sorte de monstruosité politique, je le cite encore, l'État, en Allemagne, précédant la nation, l'a quasiment formé de toutes pièces. Au contraire, la Révolution française a combattu pour l'égalité civique des citoyens. L'impérialisme allemand est incapable d'accéder à un niveau d'exigence égalitaire s'accordant avec la diversité concrète des peuples, tant il raisonne uniquement en termes de rapport de force fondé sur l'étendue du territoire. On retrouve ce qui a été dit par le présentateur du colloque, le nombre de navires et le calibre de canon. La philosophie allemande elle-même, par-delà la diversité de ses formes d'expression, a fini par produire un effet analogue.
Et là, c'est une attaque en règle contre la philosophie d'Emmanuel Kant. Alors que nous dit-il? Il nous dit qu'en fait, le kantisme est une morale de cadavre, puisqu'il a commencé par vider l'âme humaine de tout ce qui nourrissait son existence. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la formule de Charles Bailly qui disait « Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Vous voyez, c'était finalement le reproche fait à une philosophie qui est tellement versée dans l'abstraction spéculative qu'elle en arrive à perdre de vue la réalité et la façon dont les individus se gouvernent en société. À l'inverse alors on peut considérer que Huber, c'est finalement une conception assez intransigeante de la philosophie allemande qui est dominée à l'époque par le Kant et le kantisme. Il faut savoir que Henri Bergson a essayé de nuancer ce propos en disant qu'il existait deux Allemagnes. Finalement, une Allemagne qui était plutôt ouverte vers le processus de civilisation, tandis qu'une autre était plutôt celle liée à un complexe militaro de militaires et de l'État prussien au niveau de l'action conception politique. Donc je crois que ça, c'est un auteur qui est à retenir. On peut considérer que les philosophies du sens et du sujet, comme il nous dit, tentent à l'emporter en France sur les philosophies de la rationalité spéculative et du concept. Et on retrouverait ça dans les travaux de Fabiani, qui est donc un sociologue contemporain, qui a analysé en fait les références de la philosophie érudite du début du XXe siècle. Et on s'aperçoit en fait qu'après la guerre de 1870, à partir du moment où il y a la guerre de 1914-18, les références à Emmanuel Kant tombent en chute libre et on essaie de réhabiliter Descartes. Vous voyez. La Société des Nations, nous dit Hubert, est importante, mais ce qu'il considère comme étant une initiative indispensable ne doit pas être rapporté au rôle du président des États-Unis, Wilson, qui, comme vous le savez, devant le Congrès américain, avait essayé de caractériser ce qu'il appelait une diplomatie pour la paix. Et pour Hubert, il s'agit au contraire de montrer que c'est en Europe de l'Ouest en particulier et en France plus précisément que l'on a affaire aux plus grandes avancées civilisatrices. Le christianisme, les juristes du XIIe siècle, du XVIIe siècle et les philosophes français du siècle suivant, donc le XVIIIe, se sont employés à définir les principes généraux du droit international avec de plus en plus de clarté. Il appartenait aux armées de la Révolution de l'inscrire sur leur bannière. Enfin, faisant suite à leur présente aux terribles et suprêmes convulsions dont s'accompagne l'apparition des derniers peuples à naître, on assiste à l'avènement de la Société des Nations. Mais il faut savoir que la France joue un rôle important dans cet avènement. Elle a résolu plusieurs conflits politiques dangereux, assuré la protection des minorités dans les nouveaux États européens, contrôlé les mandats coloniaux confiés à d'autres, mais comme il le précise dans son manuel de 1925, la France y joue un rôle très important. Un dernier point concernant cet auteur serait la création de l'année politique française et étrangère. Alors c'est une revue qu'il a voulu construire un petit peu sur le modèle de l'année sociologique de Durkheim, avec donc une livraison qui chaque année permet de disposer d'un ou deux mémoires originaux, de chroniques nationales, de façon à proposer une vue assez nette de l'état moral et matériel des peuples étrangers, et puis une bibliographie recoupant des comptes rendus critiques d'ouvrages. Et le mémoire inaugural est signé par Edmond Vermeil, qui est un de ses associés
dans cette entreprise de publication. Bernard Lavergne est un professeur agrégé de droit à l'Université de Nancy et Edmond Vermeil, l'autre collaborateur, est professeur d'histoire de la civilisation allemande à l'Université de Strasbourg. Et cette revue qui est disponible sur Gallica nous permet de voir qu'il y a des noms importants et qui s'expriment dedans. Vous avez par exemple René Cassin, qui par la suite sera le juriste de la France Livre. René Capitan également. Pour vous donner une idée, René Capitan propose un long article qui est peut-être un mémoire sur l'idéologie nationale socialiste en 1935. Bernard Lavergne propose une approche juridique unique des routes de la France et des démocraties. Et à côté de cela, il faut savoir que ces auteurs ont pour habitude de s'exprimer dans les cahiers rationalistes, la revue mensuelle de l'Union rationaliste qui a été créée par Paul Langevin en 1930. De la même façon, on trouve aussi des travaux dans une autre revue qui est animée par le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, où on va retrouver le nom de Paul Langevin, mais aussi celui de l'anthropologue et ethnologue Paul Rivet, qui, comme vous le savez, est à l'origine donc de l'équipe de résistance du musée de l'Homme. Alors j'en viens maintenant à Guillaume Duprat. Guillaume Duprat, c'est un autre auteur important qui lui aussi ne peut pas être considéré comme appartenant à l'école durkheimienne. Il en est même finalement à l'opposé, dans le droit fil de maîtres de la sociologie qui aujourd'hui sont oubliés, comme Alfred Espinasse. Il a eu comme professeur à Bordeaux Espinasse, mais aussi Octave Hamelin et Émile Durkheim. Et il faut savoir que c'est un étudiant brillant qui, malheureusement, va échouer de très peu à l'agrégation de philosophie. Alors, par la suite, il va décider, en fait, de revoir un peu sa stratégie de formation en l'ouvrant vers des études de médecine et de psychiatrie. Alors, je passe sur sa thèse qui porte sur l'instabilité mentale et c'est sur les données de la psychopathologie. Mais l'idée, évidemment, c'est de montrer comment une société a ou n'a pas suffisamment de cohésion. Il n'utilise pas le mot anomie qu'il emprunterait évidemment trop directement à Durkheim. Mais en fait, il s'intéresse à toutes ces formes de déviance et il considère que la thérapeutique mentale et la pédagogie préventive peuvent permettre de remettre l'individu, si vous voulez, dans un processus de socialisation à peu près logique. Alors, lui aussi a une expérience de la guerre importante. Il est mobilisé en 1914 et affecté dans un service sanitaire. Et c'est l'occasion pour lui de publier diverses notes d'études et de recherche qui procèdent de l'observation de l'altération du psychisme individuel dans le contexte de la guerre. Vous savez qu'aujourd'hui, on revisite en fait ces grands mutilés mentaux ou psychiques, pourrait-on dire, vous voyez, que l'on prenait à un moment donné comme des gens qui refusaient de monter ou de remonter au front. Et lui a proposé quand même des études intéressantes. C'est quelqu'un qui, faute d'agrégation, va rester longtemps dans une carrière de professeur de philosophie du secondaire. Et il est au lycée d'Agen en 1919 jusqu'en 1922, année durant laquelle un horizon s'éclaire favorablement avec son recrutement à l'Université de Genève comme professeur de sociologie et d'économie sociale. Et en 1930, il va organiser un important colloque qui s'intitule « Sociologie de la guerre et de la paix ». Et là, je crois qu'on a affaire en fait à un ouvrage qui est, me semble-t-il, très important.
Il est publié dans le cadre des travaux de l'Institut international de sociologie, qui, par rapport à Durkheim, c'est le trottoir d'en face, si je puis dire. C'est en fait une grande école sociologique qui aujourd'hui est totalement ignorée, très difficile de trouver, même dans les bibliothèques universitaires, les travaux de l'Institut international de sociologie. Et d'une certaine façon, il y a quelquefois des thèmes où les non-durkheimiens, à mon avis, sont beaucoup plus intéressants que les durkheimiens au sens strict. Donc ce thème est proposé au Congrès de Paris qui s'est déroulé en 1927 avec l'intitulé suivant à l'époque « Les causes profondes des guerres et les conditions d'une paix durable ». Et le volume des actes qui paraît en 1932, le colloque s'étant déroulé, donc, comme je le disais, en 1930, se compose d'une préface rédigée par Duprat, d'une introduction par le professeur Gaston Richard, là aussi un autre nom que personne ne connaît plus aujourd'hui, mais Gaston Richard, c'est celui qui a succédé à Bordeaux à Émile Durkheim. Et à un moment donné, il y a une brouille entre ces deux hommes lorsque Durkheim publie les formes élémentaires de la vie religieuse. Parce que Richard, qui est plutôt spiritualiste, dirons-nous, a l'impression que la sociologie outrepasse ses droits. Et pour revenir à ces actes du colloque, le grand mémoire introductif que propose Duprat, page 21 à page 93, vous voyez, c'est substantiel, essaie de voir en fait quelles sont les structures qui, d'une certaine façon, amènent à la guerre. Les structures morales suivent trois parties qui, en fait, développent bien sûr des points de vue de méthode, mais on va analyser ensuite la guerre sous l'angle des facteurs éthico-religieux, intellectuels, éducatifs, mais aussi des facteurs politiques et économiques. Et dans la troisième partie, 8 contributions permettent d'examiner le déterminisme économique de la guerre, mais qui peut être peut-être retourné, ce déterminisme économique, en faveur de la paix. Alors je ne peux pas, disons ce qu'on peut considérer, c'est que Duprat observe que aujourd'hui, on assiste dans la société, qu'on le veuille ou non, à une sorte de cosmopolitisme qui est capable d'éluder toutes les formes de froissement ou les dissensions entre gens et peuples. Et pour autant, paradoxalement, la guerre n'a jamais été aussi présente. Ce que l'on peut retenir de ces actes, c'est tout de même l'intervention du professeur Léopold von Wiese, alors qui est un sociologue allemand, professeur à l'université de Cologne. Et évidemment, ce colloque-là vise aussi, c'est la stratégie de Duprat, à tenter un rapprochement entre les sociologues allemands et puis les sociologues français ou même francophones, pourrait-on dire. Et évidemment, ce sociologue allemand intitule son propos « La civilisation et la guerre ». Pensez bien qu'il ne va pas utiliser le mot piégeux de Kultur, et sa communication, en fait, est donnée en français. Alors, il ne reste pas moins vrai qu'il considère que dans le domaine sociologique, le but capital de tous les travaux devrait être de définir ce qu'est en réalité de la guerre, de manière à ce que cette connaissance se fixe à jamais comme une certitude fondamentale dans l'esprit et la volonté de tout être pensant. Et il explique comment la nature bioanthropologique de la bête humaine, je le cite, est en fait quelquefois la tendance ou le penchant qui l'emporte en fait sur la réalité sociale de l'homme. Le sociologue insiste sur deux ambiguïtés. Cette singulière antithèse de l'État qui a horreur de la bête humaine lui accorde cependant, en la déclarant légale, la seule possibilité de retour à la barbarie. Donc c'est ce paradoxe qui finalement l'interroge. Mais ce que l'on peut retenir, c'est, dernier point concernant
Duprat, que ce congrès de Genève a fait acte, hein, au propre et au figuré. C'est une réussite. Il a mobilisé en fait un nombre très important de personnalités de la sociologie universitaire. Duprat avait fixé les ambitions du regroupement comme suite. Personne au congrès de Genève, en octobre 1930, n'a voulu dogmatiser. Personne n'a pensé avoir trouvé l'explication complète et définitive des guerres et le moyen d'établir à jamais la concorde entre les peuples. Et en référence aux nouvelles formes de coopération libre et aux structures de collaboration à l'échelle internationale qui dessinent un avenir pacifique, il croit bon d'ajouter en note de bas de page: on ne saurait se faire aucune illusion sur les chances minimes de réalisation d'une telle organisation. Une longue période d'agitation chaotique est sans doute appelée à suivre celle des dissolutions sociales. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure monsieur le vice-président en charge disons de la recherche, quelquefois quand on lit ces ouvrages, on a l'impression qu'ils résonnent étrangement dans l'actualité que nous connaissons. Et le troisième auteur dont je souhaite parler, c'est Théodore Ruissant, né en 1868, meurt en 1967, quasi centenaire. Alors je crois que pour lui, le fil conducteur, c'est prévenir la guerre et faire la paix, renouvellement des procédures pacifiques à l'échelle des relations internationales au niveau des nations. Alors quelques mots tout d'abord sur la biographie de ce philosophe. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure, lui aussi, titulaire de l'agrégation de philosophie en 1892. Il est l'auteur, entre autres publications, d'un ouvrage paru en 1900 et devenu un classique sur l'œuvre du philosophe allemand Emmanuel Kant. Son Kant, paru initialement chez Félix Alcan, je crois qu'il a été réédité un peu à titre de curiosité intellectuelle, aujourd'hui par les presses universitaires de France, est quelque chose d'important. Première édition 1900, troisième édition revue et augmentée 1915. Et tout s'arrête là, et on retrouve en fait cette idée d'un Kant qui, par la suite, au niveau de l'université française, devient, provisoirement au moins, totalement démonétisé au bénéfice d'un Descartes et d'autres auteurs. Alors, c'est quelqu'un qui va obtenir un poste à la faculté des lettres de Bordeaux en 1908, où il côtoie Gaston Richard, mais finalement, comme il a quand même beaucoup de sympathie pour Émile Durkheim, il ne fera pas un gros effort, et vice-versa, avec Gaston Richard, qui est le successeur d'Émile Durkheim à Bordeaux. Alors il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un qui est important, qui va se signaler localement, c'est-à-dire à Bordeaux, par son combat contre les anti-défrusards. Et l'Action française lui fait le reproche de s'être rendu dans l'Alsace allemande à l'époque, autour des années 1910, pour essayer de réinstaurer en fait un climat de pacification des relations sociales, politiques et culturelles. Et évidemment, l'Action française le malmène à Bordeaux, à plusieurs reprises. Par exemple, les représentants de l'Action française vont pisser dans sa boîte aux lettres, il le dit lui-même, et quelquefois il est menacé de coups par ses agitateurs. Alors lui, on peut considérer aussi qu'à côté de sa compétence en philosophie, il est très investi dans d'autres organes pour la paix. La revue politique et parlementaire, Conciliation internationale, le bulletin officiel de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, l'Union internationale des associations pour la société des nations, le comité d'entente des grandes associations internationales, en font de lui en fait un apôtre de la paix qui est très très important. Il va publier en 1920 un ouvrage important qui s'intitule « De la guerre au droit » et qui est sous-titré « Études de philosophie sociale ».
Alors, dans cet ouvrage, publié par la librairie Félix Alcan, qui est la grande librairie, au moins pour la philosophie et les sciences humaines, il le signe en qualité de professeur à la faculté des lettres de Bordeaux et directeur de la paix par le droit. Et il est précédé de la dédicace suivante: à la mémoire de mes étudiants de philosophie de Bordeaux, morts pour leur pays, pour le droit et la liberté du monde, je dédie ce livre de paix. Ce livre est composé en 6 chapitres. Après avoir analysé les guerres d'hier et les guerres d'aujourd'hui, les causes de la guerre, les rapports entre la force, la guerre et le droit, il examine la question de la fatalité de la guerre. Et alors, je crois qu'il faut souligner qu'au titre des espérances de l'après-guerre, c'est-à-dire l'après-premier conflit mondial, il faut tenir compte de l'importance du droit international. Je le cite: pour faire reculer la guerre, les hommes n'ont encore rien trouvé de mieux que de développer le domaine du droit. Et il cite en fait un certain nombre de sociologues, de philosophes qui se sont penchés sur la question avec, disons, des travaux qu'on ne lit plus guère aujourd'hui. Alors, il n'en reste pas moins vrai que ce sont en fait des travaux importants. Ce que l'on peut, par rapport à ce qui précède dans l'exposé, pour gagner un peu de temps, je dirais que lui, il considère évidemment, comme étant un spécialiste de Kant, que Kant n'a pas à être jeté aux orties. C'est finalement un philosophe tout à fait honorable, qui est peut-être difficile à comprendre parce que la tournure d'esprit et puis aussi peut-être la syntaxe n'est pas celle à laquelle nous habituent les philosophes français, y compris ceux du XVIIIe siècle. En outre, lui, il considère que le président des États-Unis, avec son initiative, vous savez, de la paix en 14 points, dont le dernier point, d'une certaine façon, annonce ou préfigure ce que va être la Société des Nations, pour Ruissant, c'est en fait disons une avancée significative. Donc, il rend un hommage à ce président Wilson des États-Unis pour le magnifique message du 22 janvier 1917, dans lequel celui-ci a fait connaître pour la première fois son intention d'associer la grande République américaine, avec un grand G et un grand R, à l'œuvre de reconstruction humaine qui devait suivre la guerre. Et de la même façon, il considère que le rapport que nous devons entretenir à l'Allemagne n'est pas celui d'un Uber, mais c'est au contraire permettre d'opérer un retour sincère à la tradition de Kant, de Herder et de Goethe. Et en dernier point, je voudrais dire quelques mots sur un ouvrage plus tardif qui s'intitule « La Société internationale », publié par le même Théodore Ruissant. Alors je rappellerai simplement qu'à la fin de son ouvrage de 1920, il avait indiqué: le problème de l'après-guerre, donc on est en 1920, devrait donc être par excellence un problème moral, la création d'un esprit public non plus seulement européen, mais mondial. Alors évidemment, l'ouvrage qu'il fait paraître en 1950 entend, disons, insister sur l'avènement de cette société internationale. Mais finalement, il n'est pas assez bien construit, me semble-t-il, parce que vous avez des pages qui sont tirées des leçons données par l'auteur en juillet 1939. Juillet 1939, donc on est avant la deuxième déflagration mondiale, à l'Académie du droit international de La Haye et des Pays-Bas. Et évidemment, en 1950, il s'agirait un peu de repenser autrement. Donc cet ouvrage n'est pas inintéressant, mais à partir du moment où il insiste uniquement avec un optimisme peut-être un peu démesuré sur la
La continuité entre ce qu'a pu être le mouvement pour la paix et contre la guerre de l'entre-deux-guerres, auquel il a lui-même participé, et puis la situation au lendemain du second conflit mondial, disons, pose un petit peu problème. On peut effectivement parler d'une certaine continuité des efforts, mais en fait, cette continuité des efforts, dans l'ouvrage indiqué, semble ignorer les désastres engendrés par la Seconde Guerre mondiale et peut-être l'usage aussi de la bombe atomique. Mais bon, pour ne pas abuser, j'en viens directement à ma conclusion. Les conséquences des conflits ont une influence sur les dynamiques de recherche et la production de savoir. Alors ça a été rappelé tout à l'heure en introduction du colloque, mais c'est dans l'accroche rédigée du colloque. Les formes d'engagement des 3 universitaires retenus à titre individuel et dans leurs réseaux savants et militants respectifs, il faudrait voir que finalement, ils n'appartiennent pas tous forcément à des réseaux qui sont superposables. Il y a quelquefois des tensions et peut-être des formes de concurrence à prendre en considération. Alors, il n'en reste pas moins vrai que ces 3 personnalités universitaires, dont l'engagement articule dans des proportions variables que j'ai essayé de préciser au fur et à mesure, combinent en fait les acquis de la philosophie, peut-être d'une philosophie qui est nourrie au droit international, doublée d'une fibre militante. Un effet de génération est en partie dicté par les circonstances, l'expérience commune de la guerre, et puis une formation initiale commune en philosophie. Ce sont sans doute des exemples parmi d'autres d'auteurs qui ont tenté de conceptualiser la guerre et la paix avec un effort d'objectivation qui s'accommode parfois à des préjugés culturels. Donc il y a un effort de prudence à faire de notre côté. Alors il n'en reste pas moins vrai que pour certains, si jamais je reprends Hubert, ce qui compte, c'est le rôle de la France, qui, selon lui, est important dans la capacité à faire en sorte que la liberté des peuples à décider d'eux-mêmes advienne. Deuxièmement, une limitation au rôle de l'Allemagne dans ce qu'il appelle les relations internationales. Alors évidemment, ça fait un petit peu local, ou disons, ou régional, entre guillemets, et une philosophie de Kant qui peut être discutée. Pour Duprat, c'est plutôt la performance et la pertinence de la sociologie comme outil d'analyse de la guerre et de la paix qui est à retenir, c'est vrai. Le colloque qu'il a animé est un bilan d'étape qui est très intéressant, même s'il est totalement ignoré et difficile à trouver dans les BU de l'Hexagone. Vers la fin de sa vie, mais rapidement, à partir de 1932-33, son grand scepticisme quant à l'efficacité de la SDN et du Bureau international du travail, où il a l'impression que, faute de poser, alors bien sûr c'est un sociologue qui parle et qui prêche pour sa paroisse, il a l'impression que, faute de poser de façon sociologique ces questions-là, la SDN et le BIT ont manqué en fait de perspicacité. Et quant à Ruissant, lui, il considère en fait que, évidemment, l'héritage de Kant, qui, comme vous le savez, peut-être a publié aussi jadis un essai un essai contre la guerre. Je peux vous redonner le titre exact qui m'échappe sur le moment. Essai de paix perpétuelle, oui, c'est cela. Donc, évidemment, pour Ruissant, Kant, c'est quand même une source d'inspiration très importante. L'ouverture aux États-Unis d'Amérique, avec finalement la prise en compte du rôle du président Wilson, et puis un optimisme à toute épreuve qui est peut-être un petit peu discutable quand on sait ce qu'a pu être la Deuxième Guerre.
Donc, au titre, pour ouvrir sur les perspectives générales du colloque d'aujourd'hui, je crois qu'on peut apprécier le rôle des universitaires formés aux sciences humaines et sociales, même si les scientifiques sociaux ne sont pas exactement de même profil que les scientifiques tels qu'on les conçoit ici. En France, il me semble que la sociologie marquera tout de même une étape supplémentaire avec l'ouvrage devenu un classique publié par Raymond Aron en 1962, Paix et guerre entre les nations, qui forcément va intégrer au niveau de l'histoire le système planétaire à l'âge thermonucléaire. Alors il n'en reste pas moins vrai que finalement, ces sociologues d'hier et d'avant-hier peut-être auront quand même produit des travaux qu'il n'est jamais inutile de revisiter aujourd'hui, tant il est vrai que parfois cela donne l'impression d'être une préfiguration de ce que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie.